Bonjour à tous, j'espère que vous nous voyez ou nous entendez bien. Aujourd'hui, c'est le docteur Franco, néphrologue sur le change, qui a la gentillesse de nous présenter la dénervation rénale. Voilà, donc je lui laisse la parole. Bonjour à tous. Déjà, surtout, merci de m'écouter parce qu'en fait, nous, on va essayer de monter une activité, mais on va avoir surtout besoin de vous pour recruter des patients et puis pour qu'on monte un peu la filière. Donc, l'idée, c'est de parler un peu de dénervation rénale, de faire le point un peu où on en est et dans le projet que ça puisse démarrer sur Annecy. Donc, très rapidement, hein, l'hypertension, vous savez que c'est une épidémie, qu'on en a de plus en plus, que c'est 30% de notre population. C'est pas mieux en 2022, qui étaient les dernières données, qu'en 2015. On sait que 50% des patients nécessitent au moins une trithérapie et on est à peu près à 40% des patients en France qui ont une monothérapie. On n'est pas. Et tout ça, ça fait un contrôle insuffisant parce qu'on a à peu près que 25% des patients hypertendus en France qui sont contrôlés. C'est pas mieux dans les autres pays. Il y a peut-être les Canadiens qui sortent un peu leur épingle du jeu grâce à un lien ville-hôpital, l'implication des IPA, des pharmaciens. Mais ce n'est pas forcément le sujet du jour. La dénervation, il y a un grand rationnel physiopathologique. Je pense que certains ont pu connaître les lobotomies il y a très très longtemps. Il y a des communications neurologiques, système nerveux central, rein, principalement par le système sympathique, et que cette activation, elle va donner en intra-rénal une augmentation de la rénine, une activation du SRA, une rétention hydrosodée, une diminution du flux sanguin rénal. On a aussi quelques arguments pour une sécrétion intrarénale de catécholamine en local pour de la régulation fine. Donc voilà tout ce qui peut être impacté par cette communication. Et donc le rationnel, c'est de se dire, on va casser ce phénomène pour contrôler la tension. Les études, ça a été compliqué parce qu'il n'y a pas eu de standardisation initialement des études. Donc on a eu les premières, on a dit c'est miraculeux. Les deuxièmes, on a dit ça marche pas. Et après, il y a eu des universitaires qui ont fait des vrais projets bien faits avec des contrôles sham, c'est-à-dire des patients sous anesthésie générale avec une ponction. On monte le guide jusque dans les artères rénales, donc un vrai sham un peu agressif quand même, mais des standardisations des protocoles de traitement, des dépistages de non-compliance, bref, des choses bien faites. Et là, on s'est dit, OK, ça marche, c'est pas le miracle, mais ça marche. D'ailleurs, les guidelines, ils ont évolué, puisqu'en 2018, globalement, c'était pas recommandé, sauf vraiment contexte d'études. Et donc, dans les dernières recos de l'ESC en 2023, il y a une vraie place de la dénervation rénale. Alors, selon les recommandations plus ou moins larges, les recos internationales, en gros, c'est l'hypertension résistante. D'autres recommandations, comme notamment les recommandations japonaises, vont très loin, même aussi pour les non-compliants, voire dans certaines recommandations américaines, maintenant c'est au libre choix du patient dès la découverte de l'hypertension artérielle. Donc la place, elle est encore pas claire partout dans le monde. Euh, on va revoir un petit peu chez nous. Donc, finalement, on va se dire, le critère de jugement principal, ça va être la pression artérielle. Ça reste un critère intermédiaire, mais parce qu'on a pour l'instant une dizaine d'années de recul, peut-être pas beaucoup plus, mais on sait que baisser de 5 mm de mercure la pression artérielle, on baisse les événements cardiovasculaires de 10%. Donc globalement, on sait que c'est intéressant, pas pour le rein, soyons très clairs, mais pour le système cardiovasculaire et neurologique de contrôler la tension. Donc là-dessus, si on fait, parce que je ne vais pas vous faire toutes les études qui ont eu, mais si on prend les dernières qui ont été faites, bien faites, sur les cathéters, on voit qu'on a environ un petit peu moins de 10 mm de mercure de bénéfice sur la diminution de pression artérielle systolique en cabinet et peut-être un petit peu moins sur les pressions ambulatoires. Et que si on compare par rapport au groupe contrôle, on est sur ces 5 à 7 mm de mercure de gain par rapport au sham. Donc, on est dans l'équivalent d'une thérapeutique bien prise active pour un patient. Faut savoir, voilà, on attend ça, on n'attend pas un miracle. Par contre, il y a quand même une réponse individuelle qui est très, très variable. Vous avez 20% des gens qui sont des non-répondeurs. Ça ne va rien faire, voire même la tension sera un peu moins bonne. Vous avez à peu près 20% de patients qui sont des hyper-répondeurs. Les hyper-répondeurs, c'est 15 à 20 mm de mercure de baisse.
de pression artérielle systolique. Et puis, vous avez le gros des troupes, à peu près 60%, qui va en gros être contrôlé avec le traitement d'avant ou contrôlé avec une classe de traitement en moins. Pardon. Deuxième chose, l'intérêt dans la fibrillation auriculaire. Alors, ce n'est pas une recommandation de le faire dans cette indication-là, mais il y a eu cette méta-analyse que je laisserai les rythmologues détailler ou relire, bien plus compétents que moi là-dessus. En gros, ils ont pris toutes les études où les patients ils avaient eu une isolation des veines pulmonaires plus ou moins d'énervation rénale avec du sham. Et globalement, il y a quand même un bénéfice sur le risque de récidive avec un odds ratio qui a 0,62, donc c'est quand même pas mal du tout sur le risque de récidive de la fibrillation auriculaire, mais principalement par le contrôle du tonus sympathique, le contrôle du système rénine-angiotensinale-aldostérone, principalement. Donc peut-être qu'un jour, on aura cette indication-là qui se positionnera. Si on regarde quelque chose qu'aujourd'hui, on ne sait pas prédire, c'est finalement quel est le bon patient. Il y a des arguments, aucun n'est opposable, aucun n'est une certitude, c'est une somme d'arguments. Aujourd'hui, il n'y a aucun critère formel de bonne réponse, mais on va avoir les situations où on sait que le système sympathique est activé, l'apnée du sommeil, une fréquence cardiaque de repos élevée, le cutoff, il est, selon les études, supérieur à 90 ou supérieur à 100, une augmentation de l'activité de la rénine et des patients non-deeper. Ça, c'est des gens qui ont a priori une hyperactivation sympathique qui devrait bien répondre. On a aussi des arguments de mauvaise réponse, c'est principalement les gens qui ont déjà un système artériel rigide. Et donc, quand on va avoir une augmentation de la pression pulsée, quand on va avoir des calcifications aortiques, on va avoir une mauvaise réponse. Donc là, c'est écrit à l'envers, c'est-à-dire que moins il y a de calcification, moins il y a de pression pulsée, mieux les patients répondent. C'est un petit peu logique, c'est de se dire que une fois que les lésions vasculaires sont déjà très fixées, c'est plus le tonus sympathique qui est très en avant. Et après, on va avoir des profils patients qui sont un peu mieux répondeurs. On a les patients obèses, les hommes, l'âge, mais qui est plutôt en lien avec la rigidité vasculaire, et la variabilité de la tension en Holter. Donc finalement, l'idée, c'est de se dire, soit on a une stratégie, je propose à tous les patients qui rentrent dans l'indication, ce qui peut être une logique, mais si on veut s'affranchir de ces 20% peut-être non répondeurs, c'est quand même d'essayer de pondérer les propos en fonction du profil patient. À long terme, est-ce que ça se passe bien? Oui. L'indication, les complications, c'est les sténoses artérielles, c'est 0,2% par an. C'est relativement faible. Ça nécessite quand même de l'avoir en tête. La fonction rénale, alors les patients avec des fonctions rénales altérées ont été exclus des études. Donc on ne sait pas si ça marche. Il y a des études en cours. Il y a des études chez les dialysés en cours. Ce qui n'est pas choquant, parce que certains patients dialysés qui ont des néphrectomies pré-transplantation rénale, les polykystiques, on voit bien la différence de tension avant-après, alors qu'ils sont en dialyse. On peut se dire les reins, ça ne sert plus à rien. Ça fabrique de la rénine très longtemps, les reins. Donc, ce n'est pas choquant. Sur le long terme, il y a des registres en cours. Il y a un registre français, notamment, et globalement, à 3 ans, il n'y a pas de souci. À 5 ans, ça continue d'être efficace. Au-delà, on manque un peu de données. On a vu dans les expérimentations animales que les nerfs sympathiques au niveau des artères rénales, ça repoussait chez le mouton. Qu'en est-il chez l'homme? Il n'y a pas de données anatomopathologiques, puisqu'on n'a pas sacrifié d'être humain pour voir si ça repoussait. Mais bon, voilà, ça peut être une question sur le très long terme. En tout cas, sur du 5 ans, on est quand même relativement très content. Et sur le bénéfice, il y a des bénéfices immédiats, mais ça continue de baisser sur les 3 premières années. Donc à 1 an, on est quasiment au maximum du bénéfice et ça continue de baisser un petit peu après. Alors, l'indication des guidelines, on va dire, la plus reconnue, c'est une HTA résistante, donc au moins une trithérapie avec un diurétique thiazidique, confirmée en MAPA,
avec un bilan d'HTA secondaire négatif, un DFG supérieur à 40. En France, pour l'instant, le remboursement, et c'est là où on peut discuter la différence entre une indication et un remboursement, c'est l'hypertension réfractaire, c'est-à-dire 4 classes. Quid des patients intolérants au traitement? Mon patient que j'ai exploré, je lui ai mis les traitements, j'ai essayé plusieurs classes de chaque molécule. Guidelines américains, japonais, il n'y a pas de souci. Le SC, oui. Le SH, non. Il y a encore cette place-là. La préférence patient, en France, on n'y est pas du tout. Ça, c'est plutôt aux États-Unis. Et comme je vous disais, la coexistence hypertension artérielle résistante, fibrillation auriculaire, peut-être, mais ça ne fait pas partie encore des critères exacts. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on est sur de l'HTA réfractaire, oui. De l'HTA résistante, avec des données particulières, je pense que ça peut se discuter, s'envisager. Mais l'HTA sous bithérapie, monothérapie ou avant traitement, aujourd'hui, ça n'a pas sa place en France. Les intolérants au traitement, ça sera discuté. Ça nécessite une discussion en équipe, hein, ça c'est ce que disent les recos, c'est qu'en gros, il faut des experts dans le domaine. Donc, il faut une expertise sur la ponction artérielle et aller se balader dans les artères rénales. Ça, ce n'est pas forcément un problème. Il faut une expertise avec une équipe d'hypertension dédiée. Le centre d'Annecy étant une blood pressure clinique, on a cette compétence reconnue pour valider les indications, c'est-à-dire qu'un centre qui ne serait ni centre d'excellence ni blood pressure clinique ne peut pas valider l'indication de dénervation et avoir un accès au remboursement. Donc, pas plus tard qu'il y a 15 jours, on a fait une RCP, on a présenté 2 patientes. Une jeune patiente qui a une quadrithérapie bien conduite avec des dosages médicamenteux, elle les prend Anmapa qui a 15, donc avec des artères rénales où on peut y aller, on m'a retenu l'indication. Un deuxième patient qui est un monsieur qui est obèse, qui a 14,5 de tension en MAPA, qui a quand même réussi à perdre du poids, qui est compliant avec les traitements actuels, mais qui est que sous bithérapie parce que tout le reste qu'on a essayé, il ne tolérait pas. Bon, on a dit que pour l'instant, c'était peut-être pas la bonne indication. On a mis un peu les choses en question. Donc, vous voyez, c'est pas, en tout cas sur l'équipe, on n'est pas forcément à dire qu'il faut faire tout le monde. C'est vraiment une discussion qu'on a tous ensemble. Je pense que ça, c'est vraiment important, un gage de qualité. Quand tu as dit artère rénale accessible, tu l'as déjà développé, ça? Non, alors ça, D'accord. Sylvain, je pense, pourra peut-être dire un mot à un moment donné quand on parle de la technique, mais il y a un peu d'anatomie. Et juste après. Alors ça, c'est juste une capture d'écran, surtout pas à retenir, mais c'est ce qu'on a essayé de formaliser. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où le patient il est pris en charge dans le service pour une bilan d'HTA, la première question, c'est les pseudo-hypertensions, lui faire un holter, de faire une vraie consultation d'annonce d'hypertension, d'ailleurs prendre le temps de dire que c'est une maladie chronique, que c'est des traitements long cours, etc. Parce que c'est des choses que les gens, des fois, ils n'entendent pas. De se poser la question, est-ce qu'il y a besoin d'un bilan d'HTA secondaire? Je pense que ça, c'est quand même la première étape clé. Aujourd'hui, on sait qu'on n'est pas suffisamment efficace. Donc, c'est moins de 40 ans, atteinte d'organes cibles, c'est-à-dire j'ai une hypertension avec ACFA, cardiopathie ischémique, AVC, maladie rénale chronique. Il y a une faute de frappe derrière. Là, si on est dans une situation un peu disproportionnée, ça doit nécessiter un bilan d'HTA secondaire et puis bien sûr les hypokaliémies induites. Derrière, c'est trithérapie en incomprimé. Aujourd'hui, il existe. Alors, vous pouvez ne pas le faire, il n'y a pas de souci, parce qu'il n'est pas encore génériqué, mais il y a une association périndopril, amlodipide, anapamide qui existe en incomprimé. On sait que le premier problème, c'est la compliance. Donc, je fais une monothérapie, je fais une bithérapie, mi-dose, pleine dose, trithérapie en incomprimé, il n'y a pas de souci. Et puis de voir les patients avec un holter, voir la tolérance. Si ça ne marche pas, on passe à la quadrithérapie en 2 comprimés. On fait un screening urinaire avec un holter tension le même jour. Donc j'ai mon holter. Est-ce qu'il prend les médicaments? Est-ce qu'il a une tension déséquilibrée sous quadrithérapie? Et à ce moment-là, on peut se poser la question de dire, OK, je passe à la question d'énervation, je fais un angioscan et je discute en RCP. Et puis s'il ne peut pas être résible à la dénervation, on pourrait se discuter un protocole, les bêta-bloquants, plutôt nébivolol, l'alpress, etc. Donc voilà un peu la stratégie. Et finalement, il n'y a pas tant de monde que ça qui va finir la dénervation. Je pense que si on est raisonnable et qu'il y a entre 4 et 8 patients par an sur l'hôpital d'Annecy, c'est bien. Mais avant, il faut avoir fait tout ce parcours, je pense. Juste sur le matériel, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot, Sylvain.
On est limité sur la taille des artères, en fait. Si elles sont trop grosses ou trop petites, on ne peut pas, en fait, on monte un cathéter qui est droit. Et en fait, tu enlèves le guide à l'intérieur, en fait, ça fait une queue de cochon, un tire-bouchon. Et donc, en fait, si l'artère est trop grosse, bah, les petites électrodes qui chauffent, elles ne touchent pas suffisamment les parois. Et si elle est trop petite, bah, du coup, la queue en tire-bouchon, elle reste plutôt droite, donc elles sont trop éloignées l'une de l'autre. Et après, la difficulté du geste, c'est qu'on doit faire toutes les branches extra-parenchymateuses. Donc, c'est-à-dire que quand tu as une artère tronculaire qui se divise pas beaucoup, c'est une procédure qui est plutôt facile et rapide. Et si tu as 2 branches d'artère rénale avec une arborescence, à ce moment-là, ça sous-entend que la procédure, elle va être longue, que tu vas utiliser du Focrate, etc. En général, sur les sténoses et les dysplasies, après, c'est des critères qui sont limitants aussi dans les indications. Voilà. Donc là, on voyait donc en effet les Et c'est fait artères, par voie fémorale et sous-AV. donc 3 à 8 mm. Donc la technique, c'est un petit peu ça, hein, c'est que l'électrode, elle va chauffer à l'extérieur et on va faire plusieurs points de thermoablation de façon hélicoïdale, hein, pas circulaire parce que ça ferait des sténoses. Et en effet, il faut combien de points d'ablation pour un rein? On est plutôt sur une Ouais, vingtaine. une bonne vingtaine, oui. Une vingtaine, donc x4, ça fait au moins 5 tirs de chaque. Ça fait 5 tirs différents avec les 4 électrodes, donc ce n'est pas une procédure en 2 secondes. En effet, c'est sous anesthésie générale parce que c'est quelque chose qui fait très mal, sinon, mais après, il n'y a pas de souci derrière. Il y a un système de refroidissement en permanence du flux sanguin rénal pour pas que ça chauffe dans l'artère rénale. Donc ça, c'est un petit peu le montage. Bien sûr que ça reste un geste invasif, que les sténoses pour l'instant, alors en dehors d'une sténose tronculaire peu sévère, parce qu'on va aller en effet, comme disait Sylvain, plutôt loin dans le parenchyme rénal, hein, on ne traite pas le début de l'artère, mais plutôt les parties tardives, parce que si on traite le début de l'artère, les fibres nerveuses, elles sont très loin de l'artère, alors plus on va vers le hile, plus les fibres, elles sont collées à l'artère. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas traiter la première partie. Voilà, si on conclut, dans le parcours de la dénervation, il y a est-ce que j'ai un patient qui a une HTA réfractaire ou à discuter résistance avec un profil particulier, une intolérance ou de la fibrillation auriculaire. Si vous êtes dans cette situation-là, c'est de se dire, deuxième étape, est-ce que mon DFG il est supérieur à 40? OK. Troisième étape, est-ce que j'ai bien fait un bilan d'HTA secondaire? Est-ce qu'il est bien négatif? Quatrième étape, se dire, OK, bah, je vais faire l'angioscanner pour la faisabilité. C'est faisable. Donc, je vais aller enquiquiner mon patient avec sa MAPA et ses dosages médicamenteux. Ça peut être un circuit, on va dire, de ville à un moment donné. Et donc, les dosages médicamenteux, ça se fait à l'hôpital. Donc, ils peuvent venir, ils font un échantillon d'urine. Et derrière, il y a une discussion RCP. À n'importe quel moment de ce parcours, nous, on peut se positionner, le centre de compétences, c'est-à-dire que on n'est pas forcément là pour faire toutes les étapes, mais on peut prendre les gens en charge à différentes étapes. Moi, si je les prends en charge à l'étape 6 et que tout a été fait avant, ça me va très bien. Maintenant, s'il faut les prendre en charge pour le bilan d'HTA secondaire, s'il faut les prendre en charge avant à l'HTA résistante pour aller chercher les pseudo-hypertensions, pour faire de l'éducation thérapeutique, ces choses-là, pourquoi pas? Donc, en tout cas, dès l'HTA résistante, on peut se positionner. Après, c'est à tout le monde de voir comment il veut et jusqu'où il veut aller dans les bilans. Mais en tout cas, l'important, c'est que vous sachiez qu'on a cette possibilité-là, qu'il y a des patients qui vont être demandeurs, pas demandeurs, qu'on leur promet pas de miracle, mais soit d'être équilibré avec leur traitement, soit de baisser un peu la consommation médicamenteuse. C'est ça quand même le message clé pour ne pas avoir de faux espoirs donnés aux patients, même s'il y a des super répondeurs. Et puis bah, maintenant, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Merci.